Ici Anna Toumazov, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré découvrir, comme tout le monde, je sais pas, on dit vrap, je crois, mon vrap de toutes les musiques les plus écoutées de l'année, parce qu'il n'est pas mieux que la musique pour marquer complètement une époque de nos vies. Et chez moi, mélangé dans mes titres les plus écoutés de l'année, Alain Souchon, Shai, Luz Casal et Pierre Demar. Et vous d'ailleurs, c'était qui votre top 5 artistes, mes invités mystères dont je vais révéler les noms? Aïe aïe aïe, moi je suis trop fière d'avoir reçu une vidéo personnalisée de Billie Eilish. Ah ouais, parce que je suis dans le top 0,5 mondial. Félicitations, félicitations. Oh wow. Et à ma droite depuis 15 ans, c'est la même chose, c'est Justin Bieber du coup. D'accord. Ça change pas. Et après, juste après, il y a Jul, donc on change quand même de registre. On change de registre, il faudrait qu'ils fassent un feat. Pas mal. Faut leur proposer. Moi je suis sur Deezer. Oui, mais t'as aussi. Mais on n'a pas eu encore le récap. C'est pas vrai. Oh, ouais, je suis un peu jalouse. Non, vous êtes en mode Internet Explorer tout après. Peut-être faut que je fouine, mais là j'ai pas trouvé. Ah, dis. Et toi? Et moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder. Mais toi, t'as un double Spotify Wrap, du coup. Exact. Parce que tu l'as, on va bientôt révéler ton nom à nos auditeurs qui n'attendent que ça, qui sont suspendus à nos lèvres. Et en revanche, qu'est-ce que j'ai détesté? Eh bien, j'ai détesté, en fait, commenter le post Instagram de Spotify qui félicitait Jul, notre roi, de sa première place dans les streams pour la 3e année consécutive. Personne n'est étonné. Suivi dans l'ordre de Ninho, Gazo, Tiakola et Damso. Bon, moi aussi, lui, je l'ai dans mon top, Damso, pour le coup. Donc moi, j'arrive, je commente l'arrobase de Jul avec un petit cœur, comme si on avait élevé les cochons ensemble. Puis, je me suis quand même fendue dans notre commentaire où j'ai mis « streamer des meufs ». Et là, les réponses aux commentaires, streamer des meufs. Premier commentaire, non. Deuxième commentaire, non, le J sera toujours au-dessus. Troisième commentaire, quand elles seront à leur niveau. Quatrième commentaire, à part rapper de leur corps, il y a R de nouveau. À part ceux de la New Wave, celles du coup, qui sont en train d'arriver. Ensuite, flemme. Ensuite, t'es qui même? Ça, c'est l'assertif, ça énerve beaucoup les arrobases anonymes, là, sans photo de profil. Encore un commentaire, non. Ensuite, on les subventionne au pire. Ensuite, non. Ensuite, blablabla. Bon, il y en a plein. Non, pas au-dessus du J, mais c'est sûr que c'est bien au-dessus de la plupart des meufs. Ensuite, si ça stream moins, c'est que c'est juste moins bien. Bref. Tes meufs, elles ont qu'à faire de la vraie musique et arrêter de passer pour des chiennes dans leurs chansons parce que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui représente chez les meufs. Puis j'en lis encore 2, après j'arrête. Si les meufs sont éclatées, je vais pas les écouter. Serette, on n'est pas chez les bisounours. Et vraiment, je vous passe les profils de ce que j'ouvre, moi, les profils, je me fais du mal. MDR, c'est quoi ce commentaire de Mongol? Pourquoi streamer des meufs pour streamer des meufs? C'est streamer par pitié, ça, MDR, pas par goût. Voilà. Est-ce qu'on est étonné de ces commentaires? Non, non, malheureusement non. C'est vraiment bon. Bref, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai détesté cette semaine. Qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine? J'ai découvert amusé la réaction de François Morel, collègue de France Inter, à un article du Monde sur mon arrêt de l'alcool, avec qui je prendrai bientôt, je l'espère, un grand café glacé dans nos bureaux pour lui dire pourquoi cette pause et tous ses bienfaits. Et que non, ça ne rend pas moins déglingo rigolo de ne plus boire. Et enfin, j'ai écouté en boucle, un peu contre mon gré, mais quand même, Drifter de Hamza dans absolument toutes ses versions. Et j'ai aussi écouté en boucle 500 vices de Chaga qu'on recevait il n'y a pas longtemps et qui est comme toujours une machine de guerre. Et enfin, j'ai streamé à fond et je vous encourage à tous et toutes le faire, à aller streamer des meufs. Moi, elle est top 1 après dans mon Spotify, donc forcément... J'allais pas dire le contraire. Le dernier projet de Johanna, Where is the Light, avec évidemment ce titre magistral, Ce n'est pas si grave, qu'on écoutera tantôt. Et il y a aussi eu évidemment cette semaine le Black Friday aussi, sans que je ne cède à ces sirènes. Et j'ai encore pu observer les restrictions de la mode, de la fashion, comme on dit à Paris, surtout quand cette fashion n'est pas fast. Et pourquoi cette récurrence alors des petites marques bon chic, bon genre ou un peu subversives à s'arrêter à la taille 40? Est-ce que la femme est seulement mince, sinon elle n'est pas? D'après France Bleu, les femmes françaises sont les plus minces d'Europe, on va y revenir après. Pourquoi cette préoccupation constante? Qui nous martèle que l'on est mince ou que l'on n'est pas? Et quelles conséquences sur nous? Et je suis ce soir entourée pour parler de ce sujet capital de la minceur en France et de tous ces aspects. Vous allez voir, il va y en avoir beaucoup, mais en tout cas des pressions qu'il y a sur notre corps, quelle que soit la taille qu'on fait. Et je suis entourée de 4 femmes merveilleuses qui vont nous parler de leur rapport à tout cela. Je commence par ma droite. Tania,
Tania, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Yes, bien sûr. Alors moi c'est Tania, j'ai 27 ans. C'est la première fois que je passe à la radio, donc je sais pas trop comment est-ce qu'on doit se présenter. C'est un baptême, je suis trop fière de t'avoir pour cette première émission. Merci pour l'invitation. Et du coup moi je suis sur les réseaux sociaux depuis 3 ans et en fait je suis arrivée un peu par hasard puisque à la base je postais comme une personne random et je ne voyais pas que j'avais une particularité et c'est en fait les personnes en voyant ce que je faisais qui m'ont posé des questions et je me suis rendu compte qu'en fait les questions tournaient toujours autour de la mode grande taille, comment est-ce que je faisais pour avoir confiance en moi, parce que vous me voyez pas à la radio mais en fait je suis une personne grosse et c'est vrai que ça surprenait les filles ne serait-ce que de savoir où est-ce que je trouvais des vêtements parce que c'est pas forcément quelque chose de facile et du coup petit à petit naturellement en fait j'ai commencé à répondre à leurs questions et c'est devenu mon taf en fait parce que on a créé tout un truc autour de ça et maintenant je suis créatrice de contenu et j'aide des femmes à se sentir mieux autant que je peux en tout cas, et à trouver de quoi s'habiller et vivre une vie de femme mince, grosse, peu importe quoi. Sous quel arrobase est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram pour les personnes qui d'ores et déjà voudraient aller voir un peu ta tête, ce que tu fais Alors c'est Tania Makeup LUS, en fait ça se prononce Tania Make You Plus, mais tout le monde comprend Tania Makeup Lus. C'est vrai que j'ai toujours dit Tania Makeup Plus, ouais. Ouais, tout le monde pense ça. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai voulu faire un jeu de mots que seul moi comprends. Donc, bon, c'est pas grave, j'assume les conséquences. Mais du coup, voilà, Tania Makeup, vous devriez me trouver normalement et rajouter LUS sinon. Et c'est bon. Et tu utilises pour te présenter le mot grosse. Quel est ton rapport à ce mot ? Alors au début quand j'étais petite c'était vraiment pour moi une insulte, c'était grave pour moi dès que tout ce qui était gros ou quoi, à contrario de petit, pour moi c'était vraiment catastrophique et en fait je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas normal que le mot grosse il résonne aussi mal dans mes oreilles puisque quand on dit à quelqu'un que t'es grand, c'est pas un problème, quelqu'un qui est petit c'est pas un problème, pourquoi est-ce que le terme gros ce serait un problème. Donc en fait j'ai pris parti de l'employer au maximum. Au début ça m'a fait mal, franchement j'avais du mal à le dire en fait tout simplement parce que j'avais l'impression de m'auto-insulter en fait quand je disais ça. Et après je me suis rappelé que c'était un adjectif et qu'il fallait qu'en fait des gens commencent à l'employer de manière neutre pour que à terme tout le monde l'emploie de manière neutre. Et du coup c'est pour ça que je me définis comme une personne grosse sans sourciller puisque maintenant je m'y suis habituée, mais c'est vrai qu'avant c'était plus compliqué. Merci beaucoup Tania et vraiment grand bonheur que de te recevoir pour ce baptême qui va, j'en suis sûre, très bien se passer. Ensuite, à côté de toi, il y a Kim. Kim, est-ce que tu peux te présenter? Hello à tous. Qui nous écoutent. Hello à tous. Alors moi, c'est Kim. Sur les réseaux, Kim Gilewin. Je suis créatrice de contenu depuis à peu près 3 ans, à peu près en même temps que Tania en fait. On a commencé un petit peu en même temps, l'après-Covid. Moi, j'ai une enfance très compliquée qui a dépression, après hospitalisation, des troubles alimentaires, etc. Et j'ai tout naturellement commencé à poster des vidéos en racontant brièvement mon histoire, en mettant des photos de moi avant-après. Et en fait, très très vite, ces vidéos qui étaient de base un peu... moi, pour m'apaiser en racontant des choses, sont devenues un petit peu virales. Et j'ai eu beaucoup de personnes, justement, en souffrance, qui m'envoyaient des messages en me disant comment tu t'en es sortie. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte très vite que j'étais pas la seule à avoir souffert. Et du coup, j'ai commencé à vraiment parler de mon rapport au corps, de comment j'ai appris à prendre confiance en moi. Et c'était au même moment, en fait plus j'avançais sur les réseaux, plus je prenais confiance en moi. Et plus je commençais vraiment à m'aimer comme j'étais. Et du coup, voilà, ça fait 3 ans que je fais ça aujourd'hui. Je parle beaucoup aussi de santé mentale, parce que pour moi, le rapport au corps, il est énormément lié à la santé mentale. Donc, c'est important de parler des deux. Et du coup, voilà, j'ai 24 ans, parisienne depuis toujours. J'ai pas d'origine un peu exotique, on va dire. Je viens pas de Paris. Et je suis très contente d'être avec vous toutes là. Ça va être cool. Et on est très heureuse que tu sois là aussi. Merci, Kim. À ma gauche, Sophia. Est-ce que tu peux te présenter, Sophia, à nos auditeurs, ton œuvre, tes combats? Waouh. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Sophia Lang. Je suis styliste et artiste. Je travaille actuellement chez Lacoste en tant que styliste, mais j'ai aussi ma pratique personnelle. Je suis donc grosse, gouine et racisée. Je travaille tous ces sujets et la pluralité de mon identité avec toujours beaucoup d'humour, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à choper les gens et à appréhender des sujets importants. Donc, je suis ravie d'être parmi ce panel ce soir. Moi, c'est pareil, donc je suis grosse, j'utilise le mot grosse et je rebondis sur ce qu'a dit Tania tout à l'heure. C'est un mot qui est hyper important de réemployer
Et je suis trop contente qu'on puisse parler de tout ça ensemble ce soir. Et Sophia, tu utilises le mot grosse et tu utilises également le mot gouine, oui. Qui pour une personne non concernée peut en fait résonner comme une insulte et qui est une insulte de fait, et ça ressemble à une réappropriation finalement de ce mot. Il y a une importance pour toi à vraiment poser des mots sur toutes ces réalités de ton identité? Oui, c'est très important de poser des mots et du coup de reprendre, de se réapproprier les insultes. Je pense que c'est tellement empouvoirant de transformer tous ces traumatismes intergénérationnels en force et en identité et en juste présence constante dans nos vies. C'est vrai que je le dis et je le pense même plus du tout comme une insulte, comme grosse. En fait, c'est des mots que j'ai vraiment totalement intégrés dans mon vocabulaire et qui font que je me pose même plus la question, mais tu fais bien de le souligner. Gouine est aussi une insulte, mais dans la réappropriation des termes est nécessaire, je pense. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Je pense que ça va être passionnant. Laurie, oui. Ma 4e invitée, last but not least. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Je m'appelle Laurie Darmon. Je suis auteure, compositrice, interprète et productrice. Et j'ai beaucoup parlé du sujet du corps puisque j'ai monté un spectacle qui s'appelle Corps à cœur et qui réunit beaucoup d'artistes et des intervenants plus largement qui exercent des métiers d'image, de représentation publique et qui, le temps d'une soirée, se sont réunis et ont chacun carte blanche pour exprimer à leur manière leur rapport à leur corps et leur notion de l'acceptation de soi. Et vous êtes toujours sur Move, vous êtes toujours dans le tunnel avec Anna Toumazov et je suis avec mes invités pour discuter donc de cette question de la minceur en France et plus particulièrement de l'obsession de la minceur en France et des conséquences que cela peut avoir. Parce qu'effectivement, là, on va d'abord discuter de cette course à la minceur en tant que telle. Donc les chiffres que je donne sont des chiffres de France Bleu, donc encore des confrères que je cite. Les femmes françaises sont les plus minces d'Europe. Et à l'échelle mondiale, elles sont les 3e. Elles sont médaille de bronze de la minceur, derrière les femmes sud-coréennes et philippines. Pourtant, selon l'Institut national d'études démographiques, 60% des Françaises veulent perdre du poids. Et effectivement, on l'a vu au fil des modes, il y a eu la mode de certains médicaments coupe-faim, il y a des méthodes dans les magazines, il y a des méthodes même sur les réseaux sociaux, et plus récemment, une course vers les traitements anti-diabète. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc, c'est arrivé des États-Unis. Et on dirait les émissions de boomers, ça nous arrive des États-Unis. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça se passe. Il y a des ruptures de stock, les pharmaciens checkent. Enfin voilà. Pourquoi cette obsession au sein des consciences en fait? C'est ça qu'il faudrait un petit peu réfléchir. Tout d'abord, est-ce que c'est une obsession que vous ressentez vous-même, enfin que vous percevez? Oui, ouais, largement. Moi, j'ai déjeuné avec quelqu'un la dernière fois. Kim. J'ai été avec quelqu'un la dernière fois qui a pris ce médicament et ça m'a. Et je me rends compte qu'en fait, ce médicament, il est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Un médicament qui a des conséquences potentiellement sur la santé. Très grave, parce que c'est censé, je crois, augmenter ta dose ou baisser ta dose de glycémie. Enfin, il me semble que c'est quelque chose comme ça. C'est pour les diabétiques, donc qui ont effectivement des pics. Et les diabétiques n'en ont pas pour eux. Du coup, c'est en rupture de stock. Donc, et mis à part ce médicament, on voit. Je pense qu'on est toutes les 4 bien placées pour dire qu'on voit ça. Enfin, qu'on se rend compte de ce qui se passe vraiment autour de tout ce qui est le corps, le poids et cette pression. Que finalement on subit toutes. J'ai déjà essayé d'acheter un verre solitaire sur internet. Ouais, mais non, pour perdre du poids. Si. C'est vrai, quand j'étais petite, je rêvais limite d'avoir le verre solitaire. Mais moi aussi, mais encore aujourd'hui, ça s'achète apparemment dans des petites pilules et tu peux développer ton propre petit verre. Oh, super, comme un Tamagotchi en fait, mais dans ton... d'accord. Exactement. Et pareil, ce qui est un problème de santé aussi en plus. Mais il y a une priorisation. Il y a une priorisation de la minceur avant la santé et du coup ça met la minceur avant toute chose. Ouais. Tania, je te vois qui me regarde. Oui, je te regarde parce que j'ai encore abasourdi de savoir qu'on peut acheter des verres solitaires. J'ai entendu, ouais. Au-delà de ça, tu vois, par exemple, le nombre de potes à moi qui veulent pas arrêter de fumer parce qu'elles savent que la cigarette, ça les fait potentiellement maigrir. Cigarette ou autre chose fait maigrir, des choses pas bonnes pour la santé. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Genre, vous préférez fumer, donc vous bousillez la santé plutôt que de prendre 5-10 kilos. Genre, ça me paraît un peu lunaire en fait, parce qu'ils me disent ouais, ça me coupe au lieu de prendre le goûter, je préfère fumer une clope. Je me dis mais il y a une métaphore même
de cette priorisation de la minceur sur la santé. Dans le livre de Virginie Despentes, Cher connard, l'actrice qui est une des protagonistes du coup explique, je crois que ça parle d'héroïne, mais qu'à un moment donné elle a préféré continuer l'héroïne parce que ça la faisait demeurer même pas mince, maigre en fait. Et c'est pour ça, là, on disait c'est le retour de l'héroïne chic actuellement. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'au final, c'est vrai que ça s'est revu là, dans les derniers défilés qu'on a vus dans la Fashion Week. Oui. Il y a eu un moment où l'année dernière, on avait quelques femmes curvy, grosses, on va dire, parce qu'on dit les termes. Quelques femmes grosses sur les défilés. Mais elles sont pas grosses. Et elles sont pas grosses, mais bon, on va dire qu'il y en avait un petit peu, une petite orientation. Et on l'a vite vu disparaître, en fait. Ça a été vraiment un petit écran un écran de lumière, ou je sais pas comment dire, mais en gros, on a mis de la poudre aux yeux. Et là, clairement, sur le dernier défilé, c'était rebelote, des mannequins classiques. Et on n'arrête pas de dire que c'est le retour de l'héroïne chic, puisque c'est à nouveau la mode d'être vraiment maigre. Et on parle même pas d'être mince, on parle d'être maigre. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça me choque personnellement. Même au-delà de ça, j'ai toujours trouvé que c'était horrible de considérer qu'une femme qui est mince, elle peut porter n'importe quoi, elle va toujours être chic. Je sais pas si vous avez déjà eu ce cliché-là. Je voyais un TikTok hier passé où une fille expliquait très bien ça. Je me rappelle plus de son prénom, sinon je l'aurais cité, désolée. Mais en fait, elle expliquait que elle, comme elle était grosse, elle se sentait toujours obligée d'être sur son 31. Ouais, je suis d'accord avec cette façon de penser que je pensais avant. Aujourd'hui, j'ai réussi à me déconstruire de ça. Mais c'est vrai que en fait, t'as l'impression qu'il faut couvrir, être dans des couleurs un peu sombres, des trucs un peu larges. Et même par exemple un crop top, tu vois, genre je sais que ça peut paraître vulgaire pour certaines personnes, une jupe courte ou un crop top quand c'est sur une femme un peu plus ronde, sous prétexte que les formes elles dépassent, qu'on voit un peu plus de graisse, quoi. C'est ça, mais il y a toute cette mythologie de toute façon autour notamment de la française, justement le effortless chic, le chic sans effort. De la même façon, il faudrait avoir l'air pas maquillé, à peine coiffé, puis hop, t'enfiler un petit truc, parce que cette femme française, on la visualise comme ayant naturellement une très belle peau, ayant naturellement de très beaux cheveux, coiffés, en fait, pour avoir ce genre de coupe hyper naturelle, machin, faut quand même avoir pu aller se faire coiffer à grands frais chez des coiffeurs, et évidemment mince, mais sans se restreindre. Elle peut manger des croissants au chocolat à tout va. Des croissants tous les matins. Laurie Bah non, mais tout ce que vous dites là-dessus, moi je suis complètement... Justement, c'est un sujet que je traite pas mal. Je pense que ça vient, cette idée de l'élégance de la femme justement mince, ça vient beaucoup aussi de l'industrie de la mode, en fait, qui, mine de rien, nous fait penser que... et c'est très inscrit en nous. J'espère que ce sera déconstruit pour les personnes qui là sont enfants et sont en train de grandir et tout ça, mais on a beau comprendre tout ça, je pense que c'est quand même encore très inscrit. Et en fait, l'industrie de la mode, clairement, nous montre très souvent une silhouette extrêmement fine qui peut se balader un peu partout. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus nocif qu'on ne le croit, parce que ça s'inscrit... ça donne vraiment l'impression qu'un corps gros peut être élégant dans, par exemple, certains styles de robe qui vont mettre en valeur les formes, etc. C'est genre la figure de la... Pardon. Ouais, mais oui. La figure de la pin-up, typiquement. Exactement. Qui, pour moi, est un espèce de monstre contemporain où, du coup, la femme grosse est seulement acceptable quand elle est... hyper sexualisée, quand sa taille est bien fine et mise en valeur par un jupon assez épais pour cacher le ventre, que la longueur de la robe est assez calculée pour que les chevilles paraissent le plus fines possible, que les cheveux prennent beaucoup de volume pour faire disparaître une taille plus ronde et qu'un décolleté soit vraiment dégoulinant pour que ce soit attrayant pour les hommes, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. On retourne sur un male gaze. Et du coup, la figure de la pin-up, elle est assez intéressante, je trouve, dans ce qu'on peut attendre d'un corps gros, d'une femme, d'un corps gros féminin, en tout cas. Mais c'est d'autant plus intéressant, là, ce que tu soulignes, parce qu'en fait, le prisme d'avoir pris la minceur en France, c'était pas anodin, c'est aussi le fait qu'on est dans un pays où il y a des pays où ça va être bien vu qu'une femme se maquille, s'apprête, etc. En France, les femmes vont se maquiller comme partout, vont faire on en parlait il y a quelques semaines, vont faire de la chirurgie esthétique comme partout. Il y a des instituts esthétiques absolument partout dans Paris, mais personne n'y va. Et en France, il y a vraiment ce truc en mode, il faut pas se maquiller. Je me suis pas maquillée. Mais si, en fait, tu es maquillée. Et là, ce que tu décris aussi, c'est qu'en fait, ces femmes-là qui sont très apprêtées, si tu les transposes en France, on va dire ouais, mais c'est une meuf superficielle, elle est trop préparée. Alors qu'à l'inverse,
petite meuf mince qui c'est finalement ça. a juste enfilé un jean et un t-shirt, ça va rester beau. Et ça va mettre des pressions aux meufs minces elles-mêmes, parce qu'elles ne le seront jamais assez en plus. Oui, aussi. Ce sera jamais assez esthétique. Et effectivement, vous l'avez souligné, les filles, il y a cette notion que être mince, c'est chic. Et que c'est gracile, Mais en fait, élégant. je pense que si on revient sur la question que tu avais dit de base, en fait, je pense que cette culture de la minceur en France, elle vient de partout. Parce qu'en fait, ça vient des vêtements, comme on l'a dit, avec les défilés, etc. Mais c'est aussi omniprésent dans les films. On retrouve que des femmes minces qui sont dans les rôles des femmes aimées. Ou alors, si jamais c'est une femme grosse, c'est le rôle de la femme grosse. Voilà. Et c'est pas juste le rôle du rôle principal. On souligne plusieurs fois qu'elle est grosse. Et c'est tout un événement autour d'elle, finalement. Exactement. Et du coup, en fait, on va avoir soit la femme mince qui, elle, est désirable et capable d'être aimée, etc. Ou alors, on va avoir la femme grosse mal dans sa peau. Ou alors, la femme grosse qui, miraculeusement, est bien dans sa peau. Et du coup, on en fait carrément un film. C'est jamais juste une femme grosse qui est aimée comme n'importe quelle femme. Et ça, c'est les films, mais tu peux retrouver ça dans les médias, dans les magazines, ou personnellement, je pense qu'on a à peu près toutes grandi avec les mêmes médias publics, etc., qui nous balançaient des Britney Spears aperçue avec de la cellulite. Et t'es là, genre, ok, oui, mais comme 90% des femmes, en fait. Mais clairement, quand j'étais petite, c'est ça qui est assez fou, c'est que moi, je regardais les magazines et je me disais, alors qu'en fait, j'avais de la cellulite. Mais je sais pas pourquoi, moi aussi, j'avais fini par rentrer dans cette matrice. Et c'est là où on se dit que c'est vraiment global. C'est qu'en fait, même moi, étant grosse, je me disais, Jennifer Aniston, elle a des vergetures. Ouais. Alors que j'en avais. C'est complètement fou. En fait, je crois qu'avant même d'avoir l'âge de lire les magazines, les People, les Publics, etc., il y a toute une culture aussi dans l'enfance, avec dans les Disney, les personnages gros, souvent des sorcières, c'est des Ursula, c'est les méchants, c'est les... Donc il y a tout un imaginaire déjà enfant qui est créé autour du corps gros et des normes en fait corporelles, que ça soit femme ou homme, parce que les hommes aussi ont leur lot de discrimination par la grossophobie, mais il y a vraiment un truc qui est mais même déjà à dans l'école. l'enfance, à l'école, la violence des enfants. Mais même de la part des professeurs ou des adultes, il y a quelque chose un peu de punitif à l'égard du corps gros. Comme si c'était quelqu'un qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas... Donc oui. Ouais. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi parce que... Moi, c'est une impression que j'ai qu'en France, il y a cette idée... qu'en fait, le corps gros est forcément dû à la malbouffe. La malbouffe et globalement même la mauvaise santé est forcément l'apanage des classes populaires. Et en fait, il y a toujours le truc, justement, c'est peut-être pour ce qui peut expliquer que la minceur soit perçue comme chic, c'est qu'en fait, le corps gros, c'est quelque chose de vulgaire, au sens, c'est quelque chose du peuple. Et c'est... Mais quand même, je pense que c'est important de le souligner. Il me semble... J'ai écrit, du coup, un mémoire sur la représentation, et surtout la non-représentation des corps gros en France, dans les médias, dans le monde, dans l'art, dans la mode. Donc, j'ai fait une espèce de recherche archéologique de où étaient les gros depuis toujours, et c'était très très intéressant. Et du coup, j'ai appris quand même pas mal de choses sur la minceur aussi, et à savoir qu'en France, la minceur est très à la mode depuis l'après-guerre. Donc c'est qu'il y a... Oui. Enfin, on est sur une base de normes de beauté très inquiétante. Et dans quel contexte est-ce que ça... Enfin, pour quelle raison est-ce que ça naît ? C'est devenu populaire à ce moment-là parce que c'était la majorité des gens qui, au final, juste étaient sous-nourris. Et c'est du coup devenu chic avec les robes Chanel. Et moi, c'est la mode, je trouve. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à la période d'après-guerre. Moi, ma grand-mère, elle a vécu la guerre et elle était grosse, en fait, quand elle était plus jeune. Et les professeurs avaient accusé sa mère de maltraitance parce qu'elle était plus grosse que ses autres élèves, tu vois. Et en fait, dès qu'il la voyait, par exemple, à la sortie de l'école, lui donner une banane ou quoi, limite, même la banane, c'est trop calorique pour elle, quoi. Et du coup, c'est vrai que finalement, en fait, malheureusement, c'était effet boule de neige, quoi. Ça s'est pas arrêté. Il y a personne qui s'est dit à un moment, bon, stop, on arrête avec tous ces préjugés. C'est comme dire que le corps qu'une femme qui est pulpeuse, qui a des formes, c'est une femme qui se néglige. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui le disent alors que ça n'a rien à voir. Pas du tout. On a Marlène Schiappa qui a écrit un super livre. Parlons-en de cette...
Cette fameuse Marlène. Comment ils s'appellent encore les femmes Oser l'amour des rondes. Ah oui, Oser l'amour des rondes. Et où elle donne des conseils, elle dit, elle donne des conseils sexuels et elle donne aussi des conseils où elle dit qu'il faut pas manger, faut pas de se jeter sur la nourriture. Mais en même temps, n'ayez pas peur de flirter avec une femme ronde. Elle est très gourmande et fait les meilleures fellations. C'est hilarant. Elle a vraiment écrit ça. Oui, ministre à l'égalité homme-femme. Mais c'est pour ça qu'elle a été nommée d'ailleurs, parce que vraiment, elle faisait trop bien. Enfin, Marlène Schiappa, si tu nous écoutes, on t'embrasse vraiment parce que t'as fait un super travail. On va s'écouter de la musique de suite avant que je vrille. Et que je parle également de Valérie Pécresse et du prix des tickets RATP. Nous sommes toujours avec mes invités Laurie Darmon, Sophia Lang, Kim Lewin et Tania Make-up Plus. Make you. Non, Tania Make You Plus. Dis le mauvais truc, c'est hilarant. Alors, non, d'ailleurs, à chaque fois, pour les personnes qui sont très très connues via leur page Instagram, je donne le nom de la page Insta. Okay. Et je peux aussi dire prénom, nom de famille. C'est vraiment... je préfère la page Insta, t'inquiète. Ah, t'inquiète, voilà. Je me doutais. Abonnez-vous, non, je rigole. Non, du coup, je voulais qu'on revienne à nouveau sur cette histoire de perception en fait, de la grosseur et de la mode qui est taillée pour les skinny, comme si en fait les stylistes ne se penchaient pas, alors sauf exception, sur la question, sur l'existence en fait du corps gros. Et aussi cette histoire en fait finalement... y a-t-il du sexisme dans la mode quand on prend en compte que tous les directeurs artistiques de toutes les maisons de mode en France sont des hommes? I'm dropping the mic. Moi, je pense un petit peu dans le sens où les mannequins qui sont sélectionnés, j'ai l'impression que c'est des mannequins qui correspondent au goût des hommes plus qu'au goût de tout le monde, en fait. Parce que je pense que si on demandait aux femmes, peut-être qu'on représenterait plus tous les corps. Alors que là, j'ai l'impression qu'on a droit qu'à un type de corps et je me dis, qui choisit vu que c'est les hommes qui sont à la tête des maisons? Il y a un truc de l'ordre du fantasme. Ouais, mais pas que. En fait, au final, quand t'es dans le milieu, tu te rends compte que les femmes reproduisent énormément ce schéma aussi. Les casting directors, etc. Je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus profond que ça. J'ai vraiment retourné la question dans tous les sens. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que la mode, particulièrement en France, ne s'ouvre pas au corps gros, ou en tout cas à la diversité des corps? Parce qu'il y a un vrai blocus sur la question, sur le sujet. Et en fait, j'en suis venue à une conclusion. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai le sentiment qu'on est tellement ancré dans un système ultra-capitaliste, et la mode est un système capitaliste immense qui a besoin aussi de garder un corps de référence en exemple, un objectif inatteignable pour que tout le monde s'affaire autour c'est vraiment un sentiment que j'ai où que l'argent des gros qui va pas du coup dans la mode, il va aller dans la chirurgie esthétique ou dans l'industrie du régime. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu chasse gardée. En fait, c'est tant qu'on n'habille pas les gros, au final, l'argent, il reste là où il est et c'est pas plus mal et ça sert les bonnes personnes. Et dans la mode, donc on se rend compte que toutes les marques, Shein, je suis désolée, j'ai le droit de dire des marques? Oui, tu peux, vas-y. Boo, Asos, je prends la responsabilité. Toutes les marques de fast fashion se sont attaquées au sujet grande taille depuis des années. Et c'est aujourd'hui quasiment un de leurs marchés principaux. Et sans ce marché-là, ces marques couleraient totalement parce qu'en fait, c'est la seule option aujourd'hui des corps gros, c'est de passer par la fast fashion. Donc, on peut continuer de dire constamment que la mode doit évoluer, doit devenir plus sustainable, plus durable, qu'il faut arrêter de faire travailler les Ouïghours, etc. Oui, mais en fait, habillez-nous. Prenez notre argent et arrêtez de vous voiler la face. Et faut pas non plus négliger que le marché des vêtements grande taille, c'est un marché qui a été évalué l'année dernière à 83 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est pour ça. En fait, quand je vois ces chiffres-là, la seule réponse que je vois, c'est qu'on fait partie d'un système qui est beaucoup trop grand, qui est beaucoup trop gros et qui dépasse tout ça. Et si aujourd'hui des LVMH, des Kering, tous ces groupes refusent 83 milliards de dollars par an, bien sûr, c'est un truc qui est tellement
je trouve que ça dépasse tout entendement en fait. Donc c'est forcément un truc qui est beaucoup plus gros et l'argent il doit rester là où il est. Les gros ils doivent continuer de vouloir maigrir et c'est un peu. J'y ai pas pensé. Puis il y a quelque chose aussi quand les personnes grosses sont incluses, que ce soit sur les podiums, donc vraiment en matière de représentation ou dans le vêtement disponible en magasin, on a l'impression quand même il y a un corps gros qui est potentiellement autorisé. Mais il est standardisé aussi. Toi, Tania, ça t'en parle, par exemple, par rapport au ventre? Ouais. Bah, moi, c'est vrai qu'au début, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à essayer de chercher, quand je me suis inscrite, des filles qui avaient un corps qui me ressemblait. Je me suis rendu compte que oui, il y avait des mannequins grande taille, donc qui me ressemblaient un petit peu plus, mais il y avait toujours ce ventre archi plat qui représente clairement pas la plupart des femmes grosses, en fait. Généralement, les femmes, on stocke dans le ventre, dans les hanches, et pas juste dans le cul et dans les seins, quoi. Donc, c'est genre Ashley Graham. Voilà, c'est ça, Ashley Graham. Non, vraiment, si jamais vous n'étiez pas au courant. Mais donc, clairement, oui, c'est un truc qui, moi, en tout cas, m'a parlé. Et donc, du coup, j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux pour essayer de contrebalancer ça. Parce que personnellement, on pourrait croire, parce que quand on s'habille, on voit pas forcément tout, que j'ai pas trop de ventre. Mais en fait, si, moi, le ventre, ça a toujours été mon plus gros complexe. Actuellement, on va dire que c'est quelque chose que j'accepte. Mais c'est pas le truc que je veux voir ou que je me regarde dans le miroir en mode slay. Mais en tout cas, j'ai réussi à apprendre à en faire quelque chose juste de mon corps et pas forcément un truc qui me dérange au quotidien, qui m'empêche de m'habiller, etc. Mais ça a été un long chemin puisque c'est quelque chose dont quasiment personne ne parle et qui reste un peu tabou sur le corps d'une femme, je trouve. Bien sûr. Et à l'encontre de tout ça, Sophia, toi, du coup, à l'encontre de tout ce qu'on a dit pour un peu justement essayer de rééquilibrer, en tout cas de faire des choses, tu sers des collections qui font vivre les corps gros. Et tu les mets au centre de l'action, comme dans ton court-métrage Fast and Furious, qui est absolument sublime. Merci beaucoup, que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Lou Forou, qui est ma meilleure amie et artiste incroyable. Je vous conseille d'aller regarder son travail. Fast and Furious, c'est un peu la continuité du mémoire que j'ai écrit qui s'appelle Fat and Furious. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, évidemment. Et c'est une collection de vêtements qui est pas vraiment portable, mais qui sont des vêtements de gala. J'ai travaillé autour du dîner, et du dîner de gala en particulier, qui est une institution très élitiste. Et donc, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur où est-ce que les gros se placent dans la société, en termes de classe sociale. Il s'avère que c'est vrai, il y a plus d'obésité là où il y a plus de précarité. Donc, de fait, les événements tels que les dîners de gala sont des événements réservés à une élite qui est plutôt mince. Donc là, l'idée, c'était de remettre les grosses à table, de les réautoriser à manger. Et la collection s'articule dans un menu qui est entrée, plat, dessert. Donc il y a une robe crevette, il y a une robe huître, il y a... Il y a ma grand-mère qui est dans mon film qui fait la meringue et j'ai rassemblé du coup toutes ces femmes autour d'un énorme buffet complètement absurde et d'ailleurs le film sera présenté, j'en profite, en janvier à la Chapelle 14 dans le 18e. Donc j'ai une expo d'1 mois où le film sera visible. N'hésitez pas à passer. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux pour voir ça? Bien sûr. Du coup, Sophia Lang, SOPHIALANG. Et donc ça a été un plaisir de travailler sur ces sujets et du coup de ramener aussi la nourriture au centre du projet, de pouvoir mettre ces meufs à table, mais qu'elles soient aussi appétissantes, donc de les mettre aussi sur la table. Et d'essayer de contrebalancer cette grosse machine. On va poursuivre toute cette discussion sur justement la place du corps gros, la place du corps mince et surtout qui et comment vient mettre la minceur du corps au centre du débat constamment et au centre surtout des injonctions. Et nous allons continuer à discuter des injonctions à la minceur en France et du statut du corps gros, qui en fait est ce qu'il faut absolument éviter dans l'esprit, et en tout cas ce qui est exclu des sphères notamment de la mode. Et on va parler de quand ces injonctions en fait à la minceur, qui sont complètement irréalisables, viennent s'insérer dans les cercles privés. Est-ce que autour de la table, vous avez déjà entendu des réflexions dès le plus jeune âge, de votre entourage sur votre corpulence?
évidemment. Ouais, bah oui. Tout le monde dit oui. Ouais, Laurie, je te vois sourire, je me tourne vers toi. Moi, j'en ai entendu, mais elles étaient plus sournoises que... Déjà, elles ne m'étaient pas forcément destinées au début, mais elles te permettent très vite de comprendre que déjà, il y a un regard qui est posé en fonction de ta silhouette, de ton poids, etc. Et une façon de te valider ou de t'invalider. Et ensuite, dans mon entourage, moi, c'était plus subtil. C'était plus... qu'est-ce que c'est que de ressembler à une femme et est-ce que tu y ressembles ou pas? Voilà. Et donc, par exemple, j'étais assez complexée parce que j'avais pas beaucoup de formes. Et si je prenais du poids, je le prenais pas forcément dans mes formes. Bien sûr. En tout cas, ce qu'on considère comme étant les formes féminines. Et du coup, souvent, j'ai eu des réflexions de mais pourquoi tes copines, elles ressemblent à des femmes et pas toi? Et donc, c'est vrai que c'est très perturbant. Et même si, sur le coup, tu vois, c'est balancé de manière hyper... comme une petite phrase et pas le cœur d'un sujet, genre je dois avoir une convo avec toi, mais juste une petite phrase comme ça, ça te reste, ça te marque. Et c'est vrai que... en tout cas, moi, j'ai réagi bien plus tard, mais c'est quelque chose qui a contribué aisément à me faire réagir comme j'ai réagi, puisque j'ai fait de l'anorexie mentale ensuite pendant 10 ans. Mais parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans les analyses un peu à l'emporte-pièce que le nombre de personnes souffrant d'anorexie, le fait qu'il soit aussi élevé, c'était dû aux magazines. On a toutes grandi, je pense, à l'époque des magazines, où vraiment c'était très consommé, la presse papier, plus que les réseaux sociaux qui n'existaient pas, en fait, tout bonnement, quand on était pré-ado. En fait, je trouve qu'on a quand même évité le sujet qui est quand même un peu tabou, du fait que la cause numéro 1, souvent, du déclenchement de complexes et par la suite de troubles, était évidemment l'entourage proche, et notamment la famille, et notamment la famille proche. Bien sûr. En fait, il y a une réaction, en tout cas plus superficielle, qui peut être justement de se priver de manger ou de trop manger, enfin bref, en tout cas quelque chose qui a un rapport avec la nourriture, mais c'est la manifestation concrète de quelque chose de beaucoup plus profond qui souvent n'a pas de rapport avec la nourriture. Et cette réaction, elle vient entre autres évidemment d'un environnement où on te montre ce qui est accepté comme étant le canon de beauté, donc souvent la minceur, etc. Et donc ça, c'est les magazines qui y contribuent, les publicités, enfin bref, tout ça. Et évidemment, ça vient aussi, et souvent, de la façon dont on te regarde, dont on te valide, pour des raisons qui n'ont souvent qu'un rapport avec le physique finalement, mais qui vont être plus de l'ordre de est-ce que tu réussis ou tu ne réussis pas, est-ce que tu es dans l'échec ou pas, et ta réaction souvent elle va ensuite être physique en fait. Allez-y. Juste, je me permets juste de rajouter une petite info. En 2019, aux États-Unis, il y a une enquête qui a été réalisée. Aux États-Unis, ils font des enquêtes qu'on ne peut pas trop faire en France parce qu'on n'a pas de distinction de genre, de poids, de race, etc. Et donc cette enquête, le résultat, c'est qu'il y aurait 85% de femmes obèses adultes qui ont subi des violences sexuelles durant l'enfance. Et en fait, 85%, c'est énorme. Et en France, aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à faire le lien. On continue de penser que l'obésité, le surpoids, même l'anorexie, en fait, ça viendrait uniquement de la bouffe, du rapport au corps. Mais en fait, il y a tout un côté vraiment santé mentale, traumatisme et de réponse traumatique que le corps a. Qui est très important. Je voulais juste ajouter ça. C'est super intéressant. Je ne savais pas du tout, personnellement. Je suis choquée carrément. Ouais, moi aussi, je n'étais pas du tout au courant de cette étude, mais limite, ça ne m'étonne pas, malheureusement. Moi non plus. Parce que les gens libèrent de plus en plus leurs paroles par rapport à ça. Du coup, je tombe pas de ma chaise, mais c'est... Surtout que là, ça entremêle clairement deux sujets dont on parle de plus en plus, qui sont, la santé mentale, les violences sexuelles, qui sont les sujets sur lesquels il y a une libération de la parole qui dérange un petit peu, d'ailleurs, malheureusement... souvent les personnes qui pourraient faire bouger les choses. Et ça, c'est un autre. Et justement, d'ailleurs, en parlant de sexisme, j'aimerais revenir à la discussion avec toi, Laurie. On dit très souvent que c'est vrai. Hein, je suis la première quand même. Je suis quand même activiste féministe de base.
Mais on dit très souvent que ce sont les hommes qui créent le patriarcat et qui le font reposer sur les épaules des femmes. Mais, je sais pas toi, en tout cas, comment ça a été dans ton entourage. Très souvent, on se rend compte qu'en matière de pression sur le corps, que ce soit, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, sur la corpulence, sur la pilosité, sur l'élégance ou l'inélégance, au contraire, ce sont souvent les femmes qui se font les gardiennes de ce patriarcat et de ces normes-là qu'elles ont elles-mêmes subies. Complètement. Et pour le coup, moi, dans mon expérience, en 2020, j'ai sorti, en 2019, donc il y a 4 ans, j'avais sorti une affiche de concert où j'avais les jambes écartées, où j'étais assez à l'aise dans mon corps. Alors, quand je le dis comme ça, j'avais les jambes écartées. En vrai, tu regardes la photo, elle fait très artistique. Et moi, je me suis pas posé la question une demi-seconde. Mais bref. Et en fait, j'ai eu un bad buzz parce que il y a eu beaucoup de commentaires en mode... tu participes à la culture du viol, faut pas s'étonner ensuite que les meufs soient violées, etc. Tu te présentes comme un objet sexuel, donc tu réponds au patriarcat en l'épousant, etc. Bref. Et moi j'étais en mode moi j'ai juste voulu être libre, j'ai passé des années à pas être à l'aise avec mon corps. En fait là, ce qui transpire, ce qui émane de moi, c'est juste en fait que je suis extrêmement libre et que je suis à l'aise. Et bref, et donc j'avais répondu à ça notamment en faisant de l'affichage sauvage de cette affiche partout dans Paris, mais aussi j'avais écrit une tribune, et en fait dans cette tribune je questionnais effectivement pourquoi les femmes souvent réagissent et sont difficiles comme ça, sont plus dures, et j'ai compris que moi, je me serais inscrite parmi elles à l'époque, quand j'étais mal à l'aise, parce qu'en fait, quand je voyais une femme libre et être à l'aise, ça me faisait le miroir de ce que moi, je ne m'autorisais pas. Et donc, souvent, je pense aussi que les femmes ont du mal à voir devant elles ce qu'elles ne s'autorisent pas elles-mêmes, parce que ça les renvoie à leurs propres limites et à leur propre, entre guillemets, enfermement. Ce qui est très difficile, je peux le comprendre, mais je les encourageais toutes à faire le chemin lumineux vers la liberté qu'on devrait toutes faire, et en tout cas qui est long, qui est difficile à faire, mais que je nous souhaite à toutes de faire. Merci beaucoup, Laurie. C'est un peu émouvant, cette histoire de chemin vers la liberté. Je voulais te faire parler aussi, Kim, sur quelque chose qui est tout à fait relatif à ça et à ces injonctions, justement, que se mettent les personnes entre elles. Toi, tu parlais énormément de santé mentale sur ta page Instagram. Tu parlais énormément de ton enfance, ton adolescence. Et donc, tu en parles sur Instagram et dans les médias. Quel est ton point de vue là sur tout ça, sur justement ce qui vient d'être évoqué par Laurie, que tu connais un peu, par Sophia aussi. Est-ce que tu veux parler de ton parcours personnel ? Alors moi, à titre personnel, j'ai toujours été la plus grosse de mes copines. C'est-à-dire que quand mes copines, elles faisaient... Alors, j'ai pas la notion des kilos quand on est jeune, mais disons que mes copines, elles faisaient 15 kilos et c'était le poids, entre guillemets, dit normal. Moi, j'en faisais 25. Okay. Donc, depuis petite, sur la photo de classe, je prenais... pas mal d'espace, quoi, on va dire. Et en fait, très très jeune, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie, mais comme on connaissait pas l'hyperphagie, ce qui est un trouble alimentaire, pour resituer pour les personnes qui connaissent pas, c'est en fait, tu manges tes émotions. Ouais. C'est un trouble alimentaire, on le reconnaît comme un trouble alimentaire depuis très peu de temps, et à l'époque, c'était juste, je mange beaucoup, tu manges beaucoup, voilà. Donc en fait, très jeune, j'ai été amenée à voir des pédopsychiatres, etc., pour comprendre pourquoi j'avais cette relation avec la nourriture. Et en fait, on n'a jamais vraiment réussi à mettre la main dessus. J'ai été diagnostiquée d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc c'était aussi en lien, parce qu'il y a pas mal, il y a un grand pourcentage des personnes qui sont TDAH, qui sont obèses. Et du coup, tout était un petit peu flou. Et plus je grandissais, puis je prenais du poids. Plus je me faisais harceler à l'école, parce que une petite fille grosse, c'est pas accepté à l'école, hein. Encore moins en primaire, les gens ils comprennent pas, les enfants sont méchants. Et à l'âge de 14 ans, j'ai atteint les 150 kilos, et en fait mon poids était malade. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire opérer. Chose qui après a fait que j'ai pu perdre tout ce poids. Et en fait, toute ma période d'enfance... Évidemment que j'ai eu des réflexions de la part de ma famille. Je leur en veux pas du tout, parce que je sais que c'était très maladroit et qu'ils ne savaient pas du tout comment gérer, comment faire. Parce que c'est vrai que c'est très dur à un goûter d'anniversaire de dire à un enfant de 12 ans, non, tu manges pas de gâteau. Tout le monde mange des gâteaux et des bonbons, mais toi, tu n'as pas le droit. Tu vas manger une pomme. C'est très dur, en fait. Tu ne sais pas comment t'adresser à un enfant. C'est très compliqué. Donc, j'ai perdu du poids, beaucoup de poids. J'ai perdu 70 kilos, mais je m'aimais toujours pas.
En fait, j'avais une idée en tête, c'était faire une taille 32, une taille 34, faire une taille XS, être mince en fait, vraiment être comme tout ce que j'ai vu depuis petite à la télé, dans les magazines. Et c'est quand j'ai compris justement qu'en fait, chacun sa morphologie et que, en fait, être mince n'égale pas le bonheur. C'est là que j'ai compris 5 ans plus tard, après avoir fait de l'anorexie mentale, après avoir fait de la boulimie, parce que l'anorexie, en fait, les gens pensent qu'être anorexique, c'est que physiquement et qu'on le voit que physiquement. Mais il y a aussi cette notion d'anorexie mentale où, en fait, c'est mental, c'est-à-dire que tu vas t'empêcher de manger mentalement. Mais comme j'étais déjà grosse, les gens, ils disaient juste, elle est bouboule, quoi, elle a pas forcément de problème. Et en fait, moi, c'est toutes ces injonctions, justement, depuis petite que je vis, que je subis, qui m'ont rendue malheureuse. J'ai fait des nombreuses dépressions. De mes 14 ans à mes 18 ans, j'étais hospitalisée en hôpital psy pour... alors, il y avait plein d'autres choses que mon poids, mais mon poids, c'était le centre de tout, finalement. Ouais. Mais c'est ce qu'évoquait Laurie juste avant, en fait, que finalement... tout commence par le poids et la restriction potentielle, surtout la restriction ou effectivement la compulsion, l'hyperphagie, sur laquelle on va revenir, on va un peu redéfinir tous ces termes parce que je pense que c'est très important, mais qu'en fait il n'y a pas que ça, c'est que ça devient complètement autre chose et que l'obsession pour le poids finalement et pour l'apparence vient cristalliser en fait d'autres troubles de santé mentale. Complètement. En tout cas, moi dans mon cas, c'est vrai que c'est le lendemain d'un échec scolaire. Enfin, bref, où j'étais une très bonne élève et puis soudain j'ai eu des mauvais résultats à mon bac français, que j'ai eu on va dire une prise de conscience permanente de tout ce que j'avalais. Alors qu'avant j'étais complètement insouciante et que j'avais même envie de grossir, parce que bref. Et en fait, quelques jours après ça, je me souviens très bien que j'ai eu un regard quand je me suis regardée dans la glace, j'ai eu un regard qui était une autre personne que moi en face et qui me disait maintenant tu vas être parfaite. Pour payer un petit peu cet échec et cette culpabilité que je ressentais, pour se rattraper, il fallait être parfaite. Et dans parfaite, qu'est-ce qu'il y avait ? Tu vas être la plus fine, la meilleure, la plus puissante, etc. Et en fait, ce truc de la plus fine, et donc ça veut dire que tu vas être parfaite, c'est très intéressant à explorer. Après, évidemment, on comprend beaucoup de choses et on comprend pourquoi la culpabilité, on comprend pourquoi le corps réagit quand on ne s'accepte pas aussi profondément tel qu'on est. Donc après, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très très long. Mais bien entendu, c'est la manifestation concrète d'un iceberg, d'un naufrage qui est beaucoup plus profond que ça. Vraiment, et qui souvent n'a évidemment aucun lien avec le physique. J'ai dû couper Tania, qui allait intervenir justement sur toute cette question des influences que peuvent avoir notre entourage dans l'enfance, dans l'adolescence. Enfin, en tout cas, au moment où on grandit, où on se construit sur notre rapport au corps et comment on se perçoit. En fait, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige en fait l'importance des parents en fait dans cette histoire. Et on pense trop aux parents avec nous, par exemple en tant qu'enfant, genre mes parents. Mais je pense aussi aux futurs parents, genre moi, si par exemple plus tard j'ai des enfants. En fait, je trouve que on parlait tout à l'heure de Kim, par exemple, qui a été harcelée à l'école. Mais pour moi, en fait, les enfants n'est-ce pas grossophobes. En fait, les parents ne font que répéter les schémas de ce qu'ils ont observé à la maison. Et du coup, pour moi, c'est aux parents d'essayer de contrebalancer ça et d'éduquer. Et je sais que moi, personnellement, comme sur Instagram, j'en parle de temps en temps, c'est pas non plus mon cœur de sujet, mais j'essaye un petit peu d'aider les parents et les futures personnes qui sont concernées par une sœur ou peu importe qui a des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, des fois, j'ai des retours des parents qui me disent merci, c'est vrai que je savais pas comment réagir vis-à-vis de ma fille. Est-ce que je devais l'interdire, par exemple, de manger au goûter, comme expliquait Kim, d'anniversaire? Est-ce que c'était mon devoir d'aller l'amener voir un nutritionniste, un psychologue, etc. Et en fait, pour moi, il faut essayer vraiment de tout retravailler en fait et d'essayer d'accompagner plus que d'obliger. Parce que moi aussi, quand j'étais petite, on m'a emmené aussi voir un psychologue quand j'étais plus jeune pour essayer de comprendre d'où venaient ces fringales, le fait que je mangeais énormément, parce que personne n'avait de connaissance de l'hyperphagie justement quand j'étais petite. Et d'ailleurs, le psychologue lui-même a dit à mes parents, cette petite n'a rien, elle aime juste manger. Donc du coup, au bout de 2-3 séances, on s'est rendu compte qu'on faisait que papoter, mais il n'y avait rien à gratter là-dedans. Mais parce qu'en fait, je pense que lui-même ne connaissait pas ce trouble. S'il avait eu connaissance du trouble, il aurait pu le détecter et essayer d'aider mes parents sur ce sujet-là. Et en fait, moi, mes parents,
tout au long de ma jeunesse et même tout mon entourage, j'ai eu des remarques un petit peu grossophobes, beaucoup de comparaisons avec ma sœur qui à l'époque était beaucoup plus mince que moi, donc forcément c'était sans arrêt une comparaison incessante qui était vraiment dure. On connaît. Voilà, tu connais. Et en fait, le moment où j'ai arrêté finalement de grossir et surtout d'être obsédée par mon poids, etc., c'est le moment où en fait on m'a lâché la grappe. Et c'est pour ça que des fois, moi je pense qu'il faut laisser en fait les gens faire des conneries. Typiquement, moi quand j'étais petite, franchement, je vais dire la vérité, je mangeais n'importe quoi. Mais je mange encore, je suis toujours gourmande. Je suis pas, personnellement, j'ai pas de maladie. Je suis grosse aussi par plaisir, je l'assume. Mais parce que je suis gourmande. Mais quand j'étais petite, en fait, j'ai l'impression que j'étais complètement dans mes délires. Je pouvais te manger 4 croissants décongelés au micro-ondes, suivis d'une fondue de kiri. Enfin, vraiment, j'étais une espèce de chef bizarre. Et en fait, ça n'aurait rien changé quand mes parents, par exemple, à un moment, on m'a amené voir une diététicienne et fallait que je note tout ce que je mangeais, etc., dans un carnet, blablabla. Et en fait, je notais n'importe quoi. Je mentais. Moi aussi. Je mentais. Voilà, pareil, j'avais le petit carnet et j'inventais de toutes pièces tout ce que je mangeais. Parce qu'en fait, ça sert à rien de vouloir trop me contrôler, puisque de toute façon, je suis un être humain à part entière et je peux faire mes décisions à partir du moment où j'ai pas décidé que je voulais essayer de manger des choses qui me font du bien, etc. Je continuerai à manger de la merde, à pas faire de sport, etc. Mais justement, cette notion de contrôle, est-ce qu'autour de la table, vous avez déjà essayé volontairement, du coup, de grossir ou de maigrir ? Volontairement. Ouais. Ouais, je vois que des oui. Comme j'aime, j'ai déjà fait comme j'aime pendant un mois, j'assume. Ouais, j'ai fait vraiment, j'ai Weight Watcher, j'ai vraiment fait tous les régimes. Possible. J'étais vraiment la meilleure cliente de la diet culture. Mais justement, on vient à la seconde question. Est-ce que vous avez déjà dit que mais je pense que la réponse va être oui, de façon unanime pour les 5 que nous sommes sur le plateau. Est-ce que vous avez déjà dit que votre vie serait plus simple si vous aviez un corps différent? Bien sûr. Ah ouais. Oui. Et est-ce que vous avez déjà essayé de changer pour vous conforter justement aux idéaux de cette société? J'imagine que c'est oui à nouveau. Super liste de questions rhétoriques. Et surtout, non, là, on revient un peu à la discussion du début, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait quelque chose qui fait mal et abîme la santé, comme vous priver de manger? Oui. Ouais. Oui. Non mais c'est quand même fou qu'on soit 20 meufs, qu'on soit 5 meufs et à peu près de la même tranche d'âge et qu'on soit tout en mode bah ouais 100% de et réponse complètement oui. tout le temps. Et moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire même du mal physiquement parce que j'avais mangé. Tu vois. Donc tu te punis quoi vraiment. En fait vraiment j'ai fait une crise d'hyperphagie, je m'en veux tellement, je me sens pas de me faire vomir, voilà, je me fais du mal physiquement, tu vois, parce que je me sens coupable en fait, et la culpabilité, des fois c'est tu vas chialer dans ton lit, tu te sens sale, tu te sens, tu vois. Mais surtout que l'hyperphagie c'est déjà, parce qu'on le dit souvent sur l'anorexie que c'est une punition envers son propre corps, etc. Mais l'hyperphagie, après une crise d'hyperphagie, c'est une perte de contrôle. T'es dans une espèce de PLS, t'es mal pendant des heures, t'es mal le lendemain, mais même pas que psychologiquement, t'es mal physiquement. Bah t'as le ventre retourné. C'est infernal quoi. Et tu peux être amené à vomir, même pas volontairement en fait, parce que t'as tellement mangé que ton corps il rejette, tu vois. Il y a une réflexion, moi c'est quelque chose que j'ai déjà dit. C'est quelque chose que j'ai déjà énormément entendu également. C'est, à titre personnel, c'est quelque chose dont je souffre avec d'autres TCA, d'autres troubles alimentaires, mais selon les périodes. Mais ça m'est déjà arrivé de dire dans une période d'hyperphagie, putain, j'ai pas le bon trouble alimentaire. Parce que c'est pas celui qui fait maigrir. Ah ouais, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être anorexique. Ah ouais, moi aussi, c'était non seulement t'es malade, mais en plus c'est pas horrible. Le bon. C'est horrible à dire et je suis désolée pour toutes les personnes que ça peut potentiellement blesser, mais c'était vraiment un rêve en fait. C'était un objectif. Moi, j'ai fait un centre d'amincissement à 11 ans. Un fat camp. Moi aussi, aux États-Unis. Et tu l'as fait aux États-Unis? Moi, j'ai été aux États-Unis. Ah, moi, je l'ai fait dans le sud. Je vais bien écouter ton expérience pour. C'est autorisé en France? Ouais, ça s'appelle les écureuils. Petite blague. J'aime petite pub. Les écureuils. Non, mais vous avez déjà vu un écureuil? En mode, ça se met des trucs dans les joues. Ok. Ouais, j'avoue. Ah, c'est pour ça. Je croyais que c'était pour vous rendre agile, tu vois. Non. Et du coup, c'était 6 semaines. C'est la première fois que je quittais la maison. C'était entre l'école primaire 11 ans. et... Ouais. T'es jeune, hein? Moi, j'avais 16 ans, donc tu vois. Mais c'était un choix, plus ou moins, en fait. C'était un choix, toi? Enfin, un choix.
Ouais. À chaque fois que j'allais chaque fois que j'allais chez le médecin, c'était un supplice et on a tout essayé pour me faire perdre du poids et en fait même cette expérience-là n'a pas fonctionné. Mais est-ce que c'est comparé aux autres, les autres ils ont perdu des vingtaines de kilos et moi je suis sortie de là. Oui, mais en fait quand ton alimentation elle change du tout au tout et qu'effectivement c'est ton alimentation le problème et que d'un coup tu découvres un haricot et que t'arrêtes de boire du coca, forcément ton corps il réagit. En plus chez les enfants ça réagit beaucoup plus vite, le métabolisme il est en construction quoi. Et moi je suis sortie de ce truc et j'ai pas du tout perdu autant que tous les autres et c'était hyper décevant de rentrer parce qu'il y avait des rapports aux parents quand tu rentrais ou... Non, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue et qui m'a fait croire pendant longtemps qu'en grandissant j'allais maigrir parce que j'allais m'allonger. Mais le classique mais non, j'ai quand même une famille qui sur ces sujets-là m'a toujours soutenue, a fait en sorte que je sois bien dans ma peau et en bonne santé et je leur envoie tout l'amour que je peux. C'est trop bien, c'est important. Oui. Laurie, je te vois hocher la tête, écouter avec circonspection tous ces récits. Ouais, je trouve ça fou effectivement. Et tu disais tout à l'heure que c'est effectivement d'abord les parents qui mettent dans la tête des enfants des choses. Mais je pense que même au-delà des parents, en fait, c'est tout en général dans la société, puisque encore une fois, la publicité, moi je pense pour beaucoup, c'est un vecteur très important. Parce que c'est de l'affichage peut-être silencieux, mais c'est partout dans la rue. Et ce qui est représenté souvent, ça reste des personnes qui effectivement souvent sont minces. Donc je trouve ça très, très fou. Et après, sur l'anorexie, quand tu dis que tu rêvais d'être anorexique, etc., ça je comprends. Parce que même moi qui l'ai été, il y a eu des moments où après j'ai repris du poids, j'ai remangé et j'ai fait quelque chose dans ma vie qui faisait que je me sentais mieux, donc mon corps prenait plus de place, parce qu'il y a aussi un rapport aussi avec tout ça, prendre sa place dans le monde. Et en fait, parfois c'était dur de reprendre du poids et j'avais envie d'avoir la même folie intérieure que quand je faisais de l'anorexie, pour être capable de me priver de manger et faire des heures de sport, etc., ce que je n'ai plus. Mais je peux comprendre cette idée. Après, en revanche, une fois que tu le vis, je peux te dire que c'est quand même maladie. Mais il y a une impression de maîtrise qui était assez forte aussi, parce que par exemple, au-delà du fait de se sentir mince et conforme, et encore tu te sens jamais assez mince, ces sensations de type, tu marches dans la rue, t'as pas mangé depuis 24 heures et tu te sens un peu flotter, c'est des sensations qui peuvent être addictives, parce que t'as l'impression d'être au-dessus des autres un peu. Le creux toi tu maîtrises un truc qu'ils maîtrisent pas. Il y a tous ces trucs là dont on parle pas trop qui sont bien sûr, mais c'est la toute puissance et de toute façon on parle très rarement finalement de toutes les représentations que ça enfin en tout cas que ça traduit. Finalement, ça traduit des choses qui sont ça, la toute-puissance. Bien sûr. Et c'est pas pour rien que ça arrive à l'adolescence aussi, à un âge où on a l'impression de ne pas tout maîtriser. On va continuer cette discussion, on va passer sur les TCA. Donc pour les personnes qui vraiment ça met mal, attention. Et nous poursuivons notre discussion sur la minceur en France et toutes les injonctions qui viennent avec évidemment cette obsession nationale, si je puis dire. Et on était en train d'évoquer avec mes invités, on survolait un peu ça, les troubles alimentaires finalement, et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc entourée de mes invités Laurie Darmon, Sophia Lang, Kim Lewin et Tania Make You Plus. C'est bon, j'arrive. Je suis pas la meilleure des bilingues en fait. Au niveau des TCA, et là c'est vraiment un rappel de santé publique. Dans les plus répandus, on va avoir évidemment l'anorexie, donc qui est le plus connu, qui se caractérise par une restriction des apports alimentaires pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. Donc la personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens.
Donc ça commence par une perte de poids accidentelle, puis une augmentation de la perte de poids, etc., etc. Parfois, c'est lié souvent à la dysmorphophobie, qui est la préoccupation pour un ou plusieurs défauts supposés de l'apparence physique qui en fait sont inexistants ou légers, qui entraînent une souffrance importante et ou affectent le comportement. Ça arrive donc lorsque la préoccupation de l'apparence entraîne une souffrance réelle ou des perturbations donc de l'attitude. Nous allons avoir ensuite l'hyperphagie, qui est la consommation récurrente de grandes quantités d'aliments, accompagnée d'une sensation de perte de contrôle, donc l'impression en fait d'être dans un état second, puis quand ça s'arrête, de réaliser. Ce n'est pas suivi d'un comportement dit compensateur, à savoir des vomissements ou des laxatifs, au contraire de la boulimie, où là par contre on va avoir une frénésie alimentaire suivie de vomissements, de laxatifs, de diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui font faire pipi, de jeûne, d'exercice, avec des épisodes donc de boulimie réguliers. Et enfin, il y a un trouble dont on parle pas trop, mais qui est également un trouble du comportement alimentaire, c'est l'orthorexie, la quête du manger sain, qui devient obsessionnelle, qui est souvent minimisée parce que ça se développe vraiment sous couvert d'une volonté de rester en parfaite santé, quitte à s'imposer des régimes drastiques, se restreindre, compter les calories, les aliments, presque les couleurs, etc. Et ça, en vrai, actuellement, même sur les pages de développement personnel, etc., on voit en fait des pratiques qui confinent à l'orthorexie. Je connaissais même pas ce mais terme. Tu vois les réalités. Et de la même façon, les mecs qui sont go fitness et qui passent leur vie à la salle et qui compensent chaque apport calorique, chaque repas normal par 3 heures à soulever de la fonte, et je caricature à peine. Ouais, Ce sont des troubles du comportement alimentaire également. Mais c'est devenu une tendance TikTok maintenant. Bien sûr. Moi, je vois honnêtement, j'assume, je signale dès que je vois du contenu problématique comme ça, parce que moi, j'ai 12 ans, je suis hyper mal dans ma peau, je sais pas où me mettre, je sais pas où me placer, je sais pas comment m'alimenter. Je tombe sur une fille qui dit qu'elle mange hyper sain, que grâce à ça, elle perd du poids, etc. Mais je la crois complètement. Du coup, je pense aux autres générations qui savent pas trop où se placer, qui savent pas comment gérer la relation avec la nourriture. Franchement, aujourd'hui, c'est grave ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux. Mais tu penses que sur TikTok, justement, à la faveur des algos, on tombe facilement sur des contenus Écoute, moi, oui, parce que je parle beaucoup de santé mentale, je parle beaucoup de mon corps, de mon poids, du bon rapport que j'ai aujourd'hui avec mon corps et du mauvais rapport que j'avais à l'époque. Donc, dans mon algorithme, je tombe sur ça. Forcément. Après, je pense que c'est propre à chacun, mais si tu mets rien que le hashtag recovery sur TikTok, tu tombes sur des comptes pro-Anna, tu tombes sur tout ce genre de comptes qui encouragent les autres personnes à faire comme elle. Kim, tu parles du rapport au corps, justement. Laurie, toi, c'est quelque chose qui tient très à cœur, tu l'as évoqué tout à l'heure. T'as un projet qui est une grosse scène chaque année qui s'appelle Corps à Cœur. Donc, il y a déjà eu 2 éditions, et là, il va y avoir une édition avec une tournée. Exact. Pourquoi et comment tu as pensé Corps à Cœur ? En fait... je pense que quand je faisais de l'anorexie mentale, plusieurs fois j'ai mené des réflexions où je me disais que justement il faudrait, certainement, si on était un peu plus alerté sur le fait que quand on voit des gens dans la lumière, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, qui restent à l'ombre, moi j'aurais été certainement moins complexée. Donc ça, c'était très personnel au début. Puis ensuite, à un moment donné, notamment pendant le confinement, je me suis dit que la parole se libérait un peu et que je pourrais peut-être proposer à plusieurs personnalités d'en parler avec moi. Parce qu'au tout début, je faisais pas vraiment corps à cœur, mais je faisais ça toute seule. Je faisais des conférences toute seule où je racontais un peu comment j'avais guéri de l'anorexie, tout le parcours, etc. Et donc, pendant le confinement, c'est une période où on s'est tous un peu, un peu remis en question, mais également une période pendant laquelle on a réussi peut-être à parler justement de choses qui nous rendent plus vulnérables, où je me suis dit que certainement, peut-être que si je proposais cette idée à d'autres, voilà, ça pourrait marcher. Et en fait, un matin, donc après le temps est passé, et puis un matin, je prenais mon café, j'adore me lever très 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 tôt le matin. Et puis je voyais deux jeunes filles qui marchaient, qui étaient très apprêtées. Et ça m'a fait un flashback des filles que je voyais quand j'allais au lycée, qui étaient très, très apprêtées. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, elles ne vont qu'au lycée. On dirait qu'elles vont dans une soirée, mais elles ne vont qu'au lycée. Et là, elles veulent appartenir à un groupe, etc., etc. Et bref, et je me suis dit, en fait, c'est ce truc où elles vont reproduire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles voient, ce qui est pour être cool, pour être truc. Et je me suis dit, vas-y,
let's go, je lance Corps à Cœur. Enfin, je lance ce concept, je cherche le nom, je trouve Corps à Cœur et je le propose. Et puis voilà. Quelque chose qui fait du bien. Nous poursuivons donc cette discussion sur le corps, sur toutes les injonctions qui pèsent dessus, c'est bien le cas de le dire, et sur le corps gros, les injonctions pour être mince à tout prix. On a quand même parlé de camp. Ouais. Pour maigrir. Elle en France, moi aux États-Unis. Alors, international. Est-ce que tu peux, non, Kim, je suis désolée. Est-ce que tu peux juste raconter avec quelle carotte on t'a appâté dans ce camp d'amaigrissement américain, parce que vraiment, c'est pour me tuer. Franchement, n'importe qui aurait voulu aller. C'est-à-dire qu'il y avait même des filles minces là-bas. Non, mais pour vous dire à quel point ça donne envie. Enfin, on te vend le truc. C'est un camp aux États-Unis, dans une université américaine. Donc, tu vis l'expérience d'une université américaine avec les casiers, les dortoirs et tout. Ouais, en plus de ça, dans le programme du campus, tu vas voir le concert de Justin Bieber à My Love. Genre vraiment, je suis fan depuis toujours. Et c'était l'opportunité pour moi d'aller le voir. Et c'était compris dans le prix du campus. Et le concert de Demi Lovato, qui aussi à l'époque était genre une de mes artistes préférées. Donc forcément, tu me dis, je vais perdre du poids, je vais voir Justin, voir Demi Lovato. Je suis à 1 heure de New York dans une université américaine. Évidemment que je vais y aller. Et en plus, je deviens une skinny girl, quoi. Tu vois. Et tu y retournerais aujourd'hui? Non, j'irai voir Justin seul. Non, franchement, non. En fait, j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui encore mes amis. Genre demain, si j'ai envie de ne pas payer l'hôtel et d'aller à Toronto, j'y vais, tu vois. Non, mais enfin, c'est donc. Et est-ce que dans ces personnes, justement, il y en a qui ont maigri et pour toujours? Toutes les personnes. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai été la plus grosse. Aujourd'hui, je suis la plus mince de toutes. En fait, je suis la seule qui a pris en charge mes troubles alimentaires. Aujourd'hui, toutes mes copines, elles ont vraiment, il y a rien de méchant, mais vraiment, elles ont doublé leur poids parce que, en fait, elles étaient bourrées de troubles alimentaires. Et moi, j'ai un souvenir qui m'a choquée. C'est ma copine qui se fait punir parce qu'elle a mangé un bonbon en cachette. Pendant une semaine, on lui vole son téléphone. On lui cache son téléphone. C'est légal, ça, Et comment on sort justement du rejet de son propre corps? C'est un long travail. Voyage. Vous avez 4 heures. C'est une question. Vous avez une vie. Ouais. Moi, perso, je sais que le suivi psychologique m'a beaucoup aidée. Le suivi psychologique, voir des thérapeutes, des professionnels. Alors, je ne parle pas d'aller voir juste une nutritionniste et basta, pas du tout. C'est vraiment l'esprit et le corps, ils sont liés. Donc, à partir du moment où tu commences à t'apaiser un peu plus mentalement, tu commences à reprendre un peu le contrôle de ta vie, de ton corps, de qui tu es et ce que tu vaux, c'est là où, en fait, je pense que ça s'apaise. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai commencé à vraiment m'aimer et à prendre confiance en moi quand j'ai commencé à me guérir intérieurement. En fait, on dit en thérapie que le poids, que l'obésité, que l'anorexie, que toutes ces maladies sont des symptômes juste de ce qui se passe à l'intérieur. De ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve que ça résume assez bien. Oui, prendre soin de soi, bien s'entourer aussi, je crois que c'est très important. Essentiel. Essentiel de ne pas se polluer d'images irréelles, irréalistes constamment, de faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup d'images qu'on subit, mais on a quand même le choix de choisir qui on suit pas. C'est hyper important. C'est hyper important. Moi, pour relier à ce que tu dis, je sais que Tania et moi, on le dit très souvent sur nos réseaux, c'est désabonnez-vous des personnes qui vous font sentir mal et qui font en sorte que vous ayez des complexes. C'est hyper important. Et Tania, justement, toi, tu montres à des centaines de milliers d'abonnés. Et encore plus de gens qui voient, parce qu'on sait que les réels sont vus par des millions de personnes. Tu montes tes outfits en taille 48, si je ne me trompe pas. C'est ça, 46 €, 48 en bas, pour être précise. Et ça suscite de nombreuses réactions positives. Au final, évidemment, il y a des connards, mais de toute façon, quel que soit ce que tu postes, surtout quand tu es une meuf, il y a des connards. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail que tu fais sur les réseaux ? Alors, en fait, moi, déjà, ce que j'essaye de faire, c'est essayer d'ouvrir l'esprit des femmes qui me regardent, parce que je sais que généralement, quand on est grosse, on a tendance à se cacher. Tout à l'heure, Kim m'a disait qu'on avait tendance à vouloir porter tout le temps du noir, parce que le noir, ça affine. Ça permet aussi... Tout à l'heure, tu parlais aussi, Laurie, de prendre de la place, en fait, de sa place dans la société. Bah forcément, quand tu mets du noir, t'as l'impression que t'es plus discrète. Alors oui, le corps, toi tu parlais plus du corps, mais pour moi c'est la même chose. Plus tu vas passer inaperçu, plus tu vas te sentir bien quand t'es gros, parce que t'as peur, en fait, qu'on te voit, que tu prennes trop de place, etc. Et moi, en fait, j'ai envie d'aider les femmes juste à se rendre compte que oui, c'est des femmes grosses, mais en fait, c'est des femmes comme tout le monde. T'as le droit de porter des vêtements, et même
de surcroît, plus tu vas porter des vêtements que tu aimes, plus tu vas te sentir belle. Et en fait, pour moi, je fais souvent le parallèle en fait avec les cheveux. Quand tu sors de chez toi, que tu as les cheveux sales, bah, tu te sens pas forcément bien parce que tes cheveux ils sont pas stylisés, il y a un truc qui cloche en fait. Tu sais que tu as passé une sale journée. Enfin, pour moi, les vêtements, c'est la même chose. En fait, à partir du moment où tu sors de chez toi et t'as mis, mais pas forcément un truc de fou, tu vois, tu peux mettre un blazer que t'aimes bien, peu importe. Mais en fait, à partir du moment où tu te sens bien dans tes vêtements, tu vas peut-être passer une meilleure journée et aussi, bah, tu vas avoir plus confiance en toi et donc tu vas oser plus de choses, tu vas peut-être plus prendre la parole, tu vas te sentir mieux en fait. Et du coup, pour moi, les vêtements, c'est pas juste du tissu que tu mets sur ta peau, mais c'est aussi un moyen d'exprimer ta personnalité, de prendre la place que tu mérites dans la société en fait. Bien sûr. Et du coup, je sais que, comme on expliquait, il y a plein de marques qui nous invisibilisent et qui nous ignorent en fait complètement, alors qu'on existe. Enfin, la femme française, elle fait un 42 et le reste fait plus ou moins. Enfin, c'est vraiment la moyenne. Et donc, du coup, on se dit, mais en fait, qui sont toutes ces autres femmes qui font, je crois qu'il y a 40% de femmes qui font plus qu'un 44. On se met où en fait dans tout ça? On s'habille quoi? On met une robe de chambre et puis on sort de chez nous. Et en plus, le pire, c'est que si on suit cette dynamique-là, en fait, derrière, bah, si t'es mal habillé, bah, tu te sens mal dans ta peau. Donc, du coup, bah, tu vas pas prendre ta place dans la société. Donc, forcément, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que oui, peut-être que là, actuellement, on disait tout à l'heure que les personnes grosses sont souvent les personnes qui vont être dans les classes les plus populaires, etc. Et peut-être parce qu'en fait, tout simplement, c'est un cercle vicieux qui les a entraînés dans ce cercle-là où tu finis par ne pas oser t'éduquer, ne pas oser prendre la parole, etc., etc. Et du coup, pour moi, quand je parle de vêtements sur les réseaux sociaux, c'est pas juste histoire d'habiller les meufs et de se sentir stylées, mais c'est plus aussi histoire de leur ouvrir leur esprit et de leur montrer qu'en fait, elles peuvent être une femme normale en fait. Et du coup, moi, j'essaie au quotidien en fait de leur proposer des fringues qui vont changer. Donc des fois, je leur montre des looks un petit peu perchés que moi je vais porter et que je sais que pas tout le monde osera. Mais en fait, ça va leur ouvrir une petite porte dans leur tête où se dire, ok, bon, Tania, elle a osé mettre un crop top avec une jupe ultra courte et des cuissardes en fait, et elles sont en mode c'est peut-être un peu too much, tu vois. Mais peut-être que demain elles vont se dire ok, moi je peux peut-être tenter une jupe plissée qui m'arrive en dessous du genou avec des bottines. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça va juste petit à petit leur ouvrir leur esprit et leur permettre à terme d'oser plus et de se sentir plus belle. Et le nombre de messages que je reçois de femmes qui me disent merci Tania, puisque grâce à toi, là tout à l'heure, je regardais un DM à l'instant, j'ai osé prendre une jupe comme un petit peu celle que tu portais. C'est pas exactement le même modèle. Le but, c'est pas de vendre exactement ce que je porte, mais d'inspirer en fait. Et en fait, les femmes me disent j'osais jamais porter ce genre de truc. Et grâce à toi, je l'ai fait. Je me suis sentie hyper bien. Mais je vais name dropper deux femmes influentes, importantes. La première, c'est Amal Tahir, une amie très chère que nous avons en commun, que nous embrassons si elle écoute. Yes. Amal, elle le dit ça souvent, elle encourage les gens à beaucoup d'extravagance dans les tenues. Et moi, elle me l'a toujours dit, même quand on se balade dans Bruxelles ou quoi, à me dire, mais en fait, tu vois, cette fille-là, elle est en train de cacher ce qu'elle estime être ses rondeurs, être disgracieux, et du coup, elle les met en valeur. Alors qu'en fait, si tu décides que tu slay et que on parle pas forcément de porter des choses courtes ou transparentes, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacune, mais juste se dire je m'habille exactement comme j'en ai envie. Et tout est dans l'attitude. Mais exactement. Et deuxième chose, il y a Louise Aubery, donc connue sur les réseaux sous le nom My Better Self, avec qui tu fais souvent des vidéos aussi parce que vous avez, je crois, du coup 5 tailles d'écart. Elle fait quoi? Elle fait un 38 et moi du 48. Ouais, voilà. Et du coup, vous mettez souvent des vidéos où on vous voit toutes les deux dans le même style de tenue. Et en fait, on voit que ça pète dans tous les cas. Enfin, il n'y a pas de. Après, tu vois, il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est que oui, en fait, il y a des gens qui vont me trouver moins belle, ou inversement, il y a des personnes qui vont trouver Louise plus belle. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas un débat. Genre, c'est un non-débat. En fait, il y a des gens qui ont le droit de trouver les personnes grosses moches, comme il y a des gens qui ont le droit de trouver les personnes grosses belles. Et je sais que ça, c'est tout un débat aussi autour de la fétichisation. C'est pas un peu dans tous les sens, mais il y a un truc autour de la fétichisation de la femme grosse. Ah ouais, complet. Et en fait, je trouve que c'est en fait un truc qui me plaît et me déplaît en même temps. C'est une catégorie YouPorn quand même. Enfin, c'est vrai. Mais comme il y a les petites, tu vois, il y a de tout en fait, tu vois. Et en fait, pourquoi est-ce que ce serait un mal? Genre, pourquoi est-ce qu'un mec qui aime les femmes grosses, on devrait forcément trouver ça pas bien? Alors, je sais qu'il y a des manières d'aborder la chose. Genre, par exemple, moi, quand je me fais aborder sur les applications de rencontres, ça commence souvent par tes formes, blablabla. Bon, en fait, je suis une femme, je suis pas juste un corps, tu vois. Donc, ça, c'est clair, il faut savoir dissocier les deux. Mais après, je trouve ça quand même cool qu'il y ait des mecs qui assument d'aimer les femmes grosses. Mais il y a une différence entre assumer une préférence et fétichiser. Oui, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, on a tous et toutes des préférences dans les personnes qu'on date, mais je trouve ça cool, en fait, d'entendre ça, tu vois. C'était déjà arrivé, Tania, des mecs qui te disent explicitement sur les applis de rencontre, par exemple, qui veulent tester avec une grosse ou des choses comme ça ou... Je sais pas, moi j'ai une mémoire très sélective. Du coup, c'est très possible que je l'ai vu passer et qu'en fait j'ai décidé de l'oublier, mais ça m'étonnerait pas. Sincèrement, ça ne m'étonnerait pas.
peut-être plus quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai l'impression que plus t'as confiance en toi, moins les gens osent te dire des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, maintenant, comme je m'assume, en fait, je montre tout simplement des photos de mon corps normal. Enfin, je mets pas des photos de mon corps sur les applications de rencontre, par exemple, mais je mets des photos où tu me vois en entier, tu vois. Et du coup, je pense que les gens se disent, ok, bah, c'est juste une personne et c'est pas un corps. Là où je pense que peut-être quand j'étais plus jeune sur les applications, ben, je mettais ma tête, mais en fait, je cachais mon corps, on devinait. Et là, du coup, ça laissait. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, ça, j'ai souvent vu des publications là-dessus sur Instagram, sur les femmes grosses qui utilisent des applications de rencontres et qui, en fait, n'osent pas montrer leur corps, mais qui, du coup, parfois aussi n'osent pas aller sur des applications de rencontres parce qu'elles n'oseront pas aller en date, en fait, parce qu'elles ont peur d'être un scam. Il y a un truc assez paradoxal. Sophia, est-ce que tu voulais réagir par rapport à la question de la fétichisation du corps gros? La fétichisation, ouais, en fait, déjà, je pense qu'il faut... Ouais, 1, 2, 3, je vais y arriver. Je pense qu'on peut revenir à la base de la grossophobie, qui, je pense, est une discrimination... Enfin, je pense, beaucoup de personnes pensent, est une discrimination qui naît du racisme. C'est Sabrina Wright qui a écrit un essai sur ça et qui est très intéressant, qui remonte à la Vénus Hottentote, qui à l'époque était donc cette femme noire avec une poitrine très protubérante et un fessier très protubérant. C'est ça le mot, peut-être. Oui, c'est ça, oui, c'est bien. Et donc, elle fait une étude de l'origine de la grossophobie qui remonterait au racisme. Et donc, quand j'entends fétichisation, j'entends aussi racisme. Je pense à la figure de la beurette. Je pense à la femme noire qui est malheureusement pas représentée parmi nous aujourd'hui, mais qui a un corps complètement différent, qui est normé de manière totalement différente. Et du coup, le rapport à la fétichisation, pour moi, il est quand même très compliqué parce qu'il y a carrément des mouvements. Il y a des hommes, ils s'appellent des feeders. Ouais, ah oui, ça va trop loin. Ouais, ça va très très loin. En fait, c'est des extrêmes, mais on est très rapidement dans l'extrême, en fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même un truc, genre, je comprends que ce soit ta préférence. Genre, ça, en vrai, c'est cool. Enfin, forcément, ça apaise, toi, t'es avec un mec qui kiffe. Mais grave, de ouf. Mais j'ai pas envie qu'il soit là, enfin, qu'elle soit là que pour ça. Non, bien sûr. Tu vois, genre, ça veut dire, si demain, j'en sais rien, mon Dieu, je te souhaite pas de malheur, mais tu tombes malade, tu perds du poids, d'un coup il va d'un coup il est plus là, et ça marche à l'inverse aussi, tu vois. Donc non, mais de toute façon, pour moi, une relation beaucoup à l'inverse aussi, ça marche plus à l'inverse d'ailleurs. Et pour rebondir sur ce que vous dites justement, les filles, moi j'ai eu un petit flashback qui m'est arrivé. Je me souviens à l'époque, j'avais mon meilleur ami qui voulait sortir avec moi, mais en cachette parce que j'étais grosse, que lui c'était un peu son fantasme, mais du coup il assumait pas parce que derrière, tu vois, et ça m'a créé un vrai traumatisme avec les hommes en pensant que tous les hommes qui m'abordaient c'était pour un gage ou pour. Mais bien sûr, tu vois. Moi aussi j'avais ça et et chez les Gwyn, c'est pas beaucoup mieux en réalité. Alors c'est exactement ce que j'allais te demander, parce qu'on parle beaucoup justement de ces coups de pression que mettent les mecs sur nos corps en permanence, notamment dans le domaine de la séduction, et notamment quand on est en couple avec eux aussi, parce qu'ils sont en mode en fait je t'ai pécho sous cette forme et tu vas rester comme ça, ma belle, parce que tu m'appartiens. Dans le milieu parce que je peux te demander le milieu LGBT en général, mais en tout cas le milieu lesbien. Bah en fait dans le milieu lesbien, on est face à des femmes qui subissent les mêmes injonctions que toutes les autres et qui ont aussi énormément de grossophobie intériorisée, qui ont énormément de problèmes avec leur propre corps. Et du coup, il y a un truc qui est peut-être parfois un peu plus insidieux même que... je trouve que dans les relations hétéros, parce qu'on peut avoir un sentiment de sécurité, un sentiment de se dire ah bah c'est ok, parce que en plus c'est toujours d'ego on va te hyper en mode non bah t'es trop belle machin, bien sûr, parce que c'est aussi politiquement correct de soutenir la cause, mais derrière il y a c'est pas non plus le néant, hein, mais c'est quand même ça reste un vrai sujet politique à l'intérieur de la communauté, je crois, de toute la question du corps. De toute manière, le corps queer est une question en soi. Moi, je suis une meuf cis, mais il y a des meufs trans, il y a des meufs trans grosses, il y a des... Enfin, la question du corps dans la communauté LGBT, elle est quand même très présente, et les injonctions, elles y sont aussi, les normes, elles y sont aussi, et c'est juste un mini bout de la société.
En même temps, ça m'étonne pas, parce que quand on voit comment nous, on a intériorisé tous ces complexes, moi, je me disais, si j'aimais les femmes, parce que je suis hétérosexuelle, mais si j'aimais les femmes, je pense que malheureusement, je rejetterais, en fait... Bon, alors, l'état, ça va, je suis pas trop matrixée, j'ai l'impression que j'ai réussi un peu à me déconstruire, mais si j'étais pas déconstruite, en fait, c'est sûr que je rechercherais en face de moi le même critère que sûrement les hommes non déconstruits recherchent envers une femme. Et tu renvoies ça, c'est un effet miroir, parce que c'est carrément ton homonyme, quoi. Parce que tu voulais pas être à l'époque, quoi. Ouais. On va faire un petit interlude musical avant de se faire un dernier petit tunnel où vous pourrez nous donner un peu vos conseils pour s'aimer. Et tout de suite, on va s'écouter Laurie Darmon qui va nous faire un petit live de musique. Laurie Darmon sur Move. Samedi soir sur la terre, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Dehors il fait gris misère, y a plus de saison, plus de repères. Téléphone qui m'appelle, c'est Simone, elle me dit m'appelle. Rejoins-moi, on va danser, j'ai un pote qui connaît le DJ. Ok sympa, seul au bar, que voulez-vous boire? Cocktail, saveur désespoir. Il me dit m'en parle pas, je me suis fait larguer hier soir. Et là je le regarde, attends t'es célibataire? Je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez on va pas faire durer le mystère. Laisse-toi faire, t'es célibataire, t'es en feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, je suis célibataire. Air de jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire. Libre comme l'air. Dimanche matin, je me réveille, Alice au parfum des merveilles. Odeur croissant, café crème, comment va ma bohémienne? Je lui souris et je me tais, il comprend vite et se ferait un chemin tout près de moi. On est mieux au 7e combat, puis ça me revient. Ces mots doux perdus dans mon cou. Et soudain, je sens qu'il accourt. Reviens, mais j'arrive au bout. Oups, c'est tout, t'es célibataire? Je suis célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va pas faire durer le mystère. Laisse-toi faire, t'es célibataire, terre en feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, je suis célibataire. Air de jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire. Libre comme l'air. Et là je reçois un message, c'est mon ex qui veut me revoir. Il tombe à pic comme par hasard et l'autre qui me dit c'est quoi, c'est qui? T'inquiète, c'est le 7e ciel chéri qui prépare un nouveau cocktail. Saveur légère, passion, remède, soupçon, colère. Je suis célibataire, t'es célibataire, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On pourrait s'envoyer en l'air. Allez, on va pas faire durer le mystère. Laisse-toi faire, t'es célibataire, terre en feu de joie, la joie d'être célibataire. Terminer les galères, ouais, je suis célibataire. Air de jeu d'un soir, soirée, nuit blanche, célibataire. Libre comme l'air. Oh, te tente ma chère, je t'entends qui attend que je te fasse naître, car il court le temps. On dit à mon oreille que j'ai passé 30 ans. Bientôt je serai vieille, il ne sera plus temps. Alors que faut-il faire? Je ne sais pas vraiment. La nuit ça me réveille brutalement. Des larmes aux paupières, s'écoule le temps silence. Que fais-je sur la terre? On me dit que je vais passer l'âge. Si c'est pas maintenant, qu'il n'y aura pas de visage pour m'appeler maman, que c'est dommage de perdre son temps. On n'imagine pas ce que je
le son me regarde de travers. Je vais hausser le ton, ça commence à bien faire. À ceux qui me condamnent, n'avez-vous mieux à faire que d'embêter les dames sans aucune manière? C'est pas la mer à boire, c'est pas la femme à traire, au moins comme ça c'est clair. On me dit que je vais passer l'âge, si c'est pas maintenant, qu'il n'y aura pas de visage pour m'appeler maman. Que c'est dommage de perdre son temps. On n'imagine pas ce que je ressens, que c'est du sabotage, qu'il faudrait sérieusement prendre le bon virage et rejoindre le rang, que je suis responsable. Si un jour les enfants qui poussent au fond de moi s'éteignent dans mon ventre, Laurie, désolée, je ne te laisse pas reprendre ton souffle, mais pourquoi ces deux musiques-là? Pourquoi ce choix? Alors le premier, Célibataire, c'est un titre qui fait partie de mon nouvel album qui s'appelle La Traversée du désir et qui est sorti le 10 novembre. Je dis dedans, en fait, c'est une ode au célibat, si tu veux. Donc je dis dedans que ça peut être une joie d'être célibataire et on a souvent tendance à regarder les femmes célibataires comme étant des femmes qui souffrent. Qui sont en marge ou qui devraient pas le dire trop fort. En tout cas, un mec célibataire, c'est pas du tout un problème que de le dire, c'est même stylé, limite, etc. Donc en fait, je me suis dit, en vrai, non. Enfin, pourquoi Et donc, j'ai eu envie de faire cette chanson-là. Donc, pourquoi cette chanson à la chanter maintenant je dirais que c'est parce qu'on a fait une émission sur le corps, le fait de s'accepter. Et je crois que ça fait partie de ça. Et la deuxième chanson, elle s'appelle « Je vais passer l'âge ». Elle fait effectivement aussi partie de ce disque. Et elle raconte la pression sociale qu'on ressent quand on est une femme de plus de 30 ans et qu'on n'a pas d'enfant. Donc, c'est une façon aussi de parler du corps, puisque on fait ce qu'on veut de notre ventre. Merci beaucoup Laurie pour ces messages qui sont puissants et importants. Et puisqu'on est on est quand même sur les au revoir là, je vous avoue que je suis un tout petit peu en retard. J'espère que la régie ne va pas m'en vouloir outre mesure. Mais du coup, comme on se salue comme ça, tes prochaines actus? Eh bien, mes prochaines actus, c'est que donc, je viens de sortir un disque, un troisième album sur toutes les plateformes. Je commence une tournée en mars en France et à l'étranger. Et pour mon projet Corps à Cœur, je peux vous dire que donc, les prochaines dates sont le 29 janvier aux Folies Bergères, le 30 janvier à Lyon et le 10 février à Lille. Voilà. Merci beaucoup. Et dernière chose, si tu devais donner un conseil à des personnes de notre âge ou plus jeunes qui nous écoutent ce soir ou en replay pour mieux s'accepter? Moi, je dirais que souvent, l'acceptation de son corps, de son physique, etc., ça va souvent avec une acceptation profonde de ses désirs, qu'on enfouit très souvent, parce que c'est des désirs qui ne seraient pas acceptés dans la société, peut-être, ou dans l'entourage, et qu'on a besoin d'être validés, et il faut travailler sur ça. C'est le rapport qu'on a au corps est encore plus important que, finalement, le corps en lui-même. Peut-être qu'on peut être très à l'aise dans un corps gros, mince, mec, peu importe, on est libre d'être comme on veut être, mais c'est quel rapport on entretient avec ça, et ça va de pair avec l'acceptation profonde qu'on a de soi. Je parlais tout à l'heure de place. Quand on prend sa place dans le monde, on réussit à trouver sa place physiquement et à la tolérer davantage. Merci beaucoup Laurie. Tania, un petit mot aussi sur tes actus et un petit conseil évidemment, même si tu en donnes déjà beaucoup sur Insta. Ouais, alors au-delà de mon compte Instagram, là je suis en train de voir pour créer un site internet justement pour aider les femmes qui portent de la grande taille à s'habiller, au-delà de juste balancer des stories, etc. Okay. Bon, c'est pas encore prêt, mais j'aimerais bien que ça arrive au courant 2024. Donc ce serait un petit peu une sorte de personal shopper, mais
pour un grand nombre de personnes en même temps, donc, et à petit prix. Donc, c'est ce que je réfléchis. On va suivre ça de près. Ouais. Et si je devais donner un conseil, parce que je réfléchissais du coup en même temps que j'écoutais Laurie, ce serait vraiment de dire aux gens d'essayer de sortir de leur zone de confort. En fait, ça sonne un petit peu un conseil bateau dit comme ça, mais pour moi, si on teste pas des choses, que ce soit, comme j'expliquais, à travers les vêtements ou même dans la vie en général, en fait, on se rend pas compte de toutes les choses dans lesquelles on est possible. Enfin, qu'on est capable, pardon, punaise, je parle n'importe comment. Et bref, de toutes les choses dont on est capable. Et pour moi, vraiment, ça a été ça au fur et à mesure de ma vie. J'ai testé des choses et en testant ces choses, je me suis dit, ok, je suis capable de ça, je vais tester un truc plus, encore un step au-dessus, un step au-dessus, un step au-dessus. Et du coup, je suis devenue quelqu'un qui a relativement bien confiance en elle grâce à ça. Et comme par exemple ce soir avec ce premier test d'une émission de radio, comment c'était ? Franchement, j'ai kiffé. Ah, trop bien. Tu m'invites quand tu veux. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Je suis bavarde, t'inquiète, j'ai plein de sujets.